Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici dans ce magnifique décor à Neuchâtel, dans le cadre de la 3e édition d'un colloque international dédié à l'interculturel. Pendant 2 jours, des intervenants issus de la recherche, issus de la consultation, mais aussi des représentants RH vont batailler, vont réfléchir autour des pratiques organisationnelles et interculturelles avec un défi: repartir auprès de leurs universités, repartir auprès de leurs clients avec tout ce qui se sera dit ici. Et si nous allions faire un tour à l'intérieur? Est-ce que la gestion de la diversité, c'est la même chose que le management interculturel? Est-ce que prendre une photo d'une réalité statique, mettre dans un tableau de bord, c'est véritablement donner sens aux conduites et travailler sur les processus? Alors ça sera, pendant cette journée et demie notamment, une des questions qu'on a envie de se poser. Prendre des photos, c'est bien. Témoigner dans des tableaux de bord des indicateurs de mesure, c'est certainement formidable. Rendre compte, c'est nécessaire, mais c'est peut-être pas l'interculturel. Et donc nous, on a vraiment envie de travailler tous ensemble avec vous sur cette question. Comment on passe du statique au dynamique? Comment on passe de la photo qu'on prend à l'histoire du sens du film que l'on déroule? Et l'interculturel, c'est toujours travailler sur des trajectoires de vie. Et de ce point de vue, ça nous semble une deuxième thématique émergente. Nous traiterons d'une autre question qui est celle des rapprochements. Les rapprochements d'entreprise. Que ce soit par acquisition, par fusion, par alliance. Quand 2 entreprises se rapprochent, même si elles sont de même nationalité, on est au delà de la nationalité, comment faire pour que justement les différences dont elles sont porteuses puissent devenir des forces, des facteurs de succès ou de performance pour les gestionnaires? C'est ça la question de fond. Vous voyez bien que ça renvoie à celle de la coopération qui nous intéresse. Comment faire coopérer les gens de façon pacifique et efficace, humaine et économique. Voilà, bon, il y a une 3e question, c'est aussi la question de la mobilité des personnes et des élites transnationales. C'est vrai que l'expérience de la mobilité, en fait, elle peut être vécue de façon très différente en fonction des choix en fait, de migration, en fonction des situations sur place dans le pays d'accueil, en fonction des opportunités de travail, en fonction de la manière dont les individus accueillent les migrants. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité. Mais là, on va parler plutôt des nouvelles élites transnationales. Et même au sein de ces nouvelles élites, chaque situation est différente. Chaque culture, quand elle est en lien avec une autre culture, peut aussi être une situation, un phénomène très différent. Donc, on va aborder ces questions-là, en fait. Quel est le vécu de ces personnes, de ces élites transnationales dans leur mobilité et en quoi elles peuvent différer? On a eu d'excellents échanges avec Sandrine, avec Eval, notamment des questionnements sur la notion transfrontalière. Qu'est-ce que ça signifie ici à Neuchâtel? Quelqu'un qui est à cheval sur des frontières physiques, qui sont certainement des frontières psychologiques et qui sont certainement aussi des frontières sociales et culturelles. Toute démarche interculturelle interroge des dynamiques de reconnaissance des différences entre des partenaires de travail qui sont eux-mêmes différents. Ce colloque se situe dans la continuité de 2 autres colloques qui se sont tenus en 2010 à l'École de Management de Lyon et en 2012 à la Haute École de Gestion Arc de Neuchâtel. Ce colloque va amplifier les dynamiques créées et nous inviter à consolider les recherches, les dynamiques concrètes, pratiques en management interculturel. Les identités culturelles et les concepts de soi. Parce que c'est la base qui peut commencer à associer les schémas, les valeurs, les affectifs, les émotions chez nous pour bien gérer et faire des jugements propres et adéquats dans des situations concrètes, dans le contexte, comme Jean-François a parlé tout à l'heure. Donc, il n'y a pas vraiment une recette. Mais tous ces jugements doivent se baser sur soi-même.
Et cela renvoie aussi aux des phénomènes très intéressants et de recherche commence à aussi indiquer tout cela. Maintenant, il y a aussi une publication très récente qui parle d'une psychologie polyculturelle. Ça veut dire les relations entre individus et la culture n'est pas catégorique. On ne peut pas catégoriser une personne, un individu à deux les catégories, mais c'est plutôt partiel et pluriel. Donc même nous, tout le monde ici, il n'y a pas une seule culture, une seule catégorie que vous entrez dedans. Il y a toujours beaucoup de choses qu'il faut comprendre soi-même. Est-ce qu'on comprend bien la multiplicité entre nous? Et est-ce qu'on est conscient et on est capable d'utiliser cette richesse en nous? C'est la première chose. Et la deuxième, nous avons aussi beaucoup parlé déjà dans la matinée, c'est le phénomène des individus multiculturels. On n'est plus dans les sociétés homogènes, donc, avec des mouvements, l'immigration et même des formations, des mobilités internationales, nous sommes devenus plus en plus multiculturels. Donc ce sont des individus situés à deux ou plus de cultures et ils ont absorbé des schémas culturels. Et c'est le phénomène qui est tiré beaucoup plus d'attention récemment. Quelques chiffres quand même. La moitié des managers sont confrontés à des questionnements religieux. 50%. Ça a doublé, c'est-à-dire qu'en une année, on a doublé les confrontations quotidiennes aux questions religieuses. Et on a doublé en une année les confrontations bloquées. C'est-à-dire qu'ils vont déboucher sur un procès ou sur un licenciement. Donc ça s'accélère en France, mais dans le monde. Voilà, c'est pour ça que je voudrais dire que c'est pour ça que c'est pas un sujet que français, parce que tout le monde pense que parce que la France a une position avec la laïcité, la France serait raciste, pas tolérante, etc. Non, la question de la cohabitation de la diversité religieuse, c'est partout. Ça crée une confusion sur le terme de laïcité, et on a l'impression, dans ce genre de démarche, que la laïcité serait un moyen d'éviter les religions de la société. Alors qu'en réalité, la laïcité crée un espace pour les religions toutes, mais pas chez soi, pas dans l'État, pas dans l'espace de l'État. Parce que l'État, il y a des laïcités en Belgique, il y a des principes de laïcité en Grande-Bretagne, il y a des principes en Allemagne. Tout le monde utilise un peu le mot laïcité, mais ils ont des religions officielles. Ils ont des religions d'État. La France n'a pas de religion d'État. C'est la garantie de l'égalité. Donc on est obligé de maintenir cette égalité-là, parce que derrière, il y a l'égalité hommes-femmes, il y a tout qui est lié à ce principe de laïcité. Parce qu'on a la chance, à Neuchâtel, le travail qui se fait ici, d'avoir au niveau suisse le pool universitaire et académique sur les questions de migration, qui viennent d'ailleurs d'avoir un programme national pour les prochaines années pour discuter des questions migratoires, interculturelles, transculturelles, transnationales. Enfin, on a vraiment cette chance à Neuchâtel aussi d'avoir ce pool d'experts dans le canton avec lesquels on peut collaborer, et c'est vraiment un enrichissement pour nous. Toute proportion gardée, hein. Quand on parle de taux de chômage élevé en Suisse, c'est 5%. Mais enfin, vous voyez, on part toujours de sa propre réalité. Ceci dit, et les migrants et les migrantes sont surreprésentés dans ces catégories, pour des questions principalement sociologiques, évidemment, mais enfin quand même. Et puis, il y a la question aussi des réfugiés, parce que là, le taux d'employabilité est de l'ordre de 20% ou quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Les moyens sont vraiment minimes pour des personnes qui n'ont pas été socialisées ici finalement, et un milieu professionnel suisse très exigeant, et finalement, alors ça va être intéressant c'est pour ça que ça m'intéresse toutes les discussions que vous avez, qui prônent peut-être l'interculturel et les avantages de la multiculturalité, mais qui dans les faits attendent ces employés qui soient complètement assimilés à une façon de travailler qui est la nôtre, ponctuelle, efficace dans les détails, etc. Donc effectivement, si vous êtes un universitaire d'une grande ville, même d'un autre continent, vous aurez, pour certains, et que vous avez fait votre MBA ou votre master ou votre doctorat en Europe, vous aurez peut-être
moins de peine à vous adapter à ces aspects-là. Mais enfin, finalement, ça, c'est pour ça que je mets assimilation versus intégration interculturelle. C'est pour moi ce grand défi futur. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes prêts à modifier nos façons de travailler et de voir la société pour permettre à chacun, à chacune de participer, parce que les gens sont là. Hein, on n'a pas à se poser la question. Enfin, on peut toujours se la poser, est-ce qu'on est d'accord ou pas, mais ils sont là. Dans une entreprise, vous avez des différences d'âge, on peut être de la même culture entre guillemets, mais il y a des différences d'âge, des différences de sexe, de métier, etc. Donc de toute façon, on est, si vous voulez, le succès d'un mode de management, c'est comment on va être capable de mobiliser tous ces gens différents pour le but collectif. Bon, d'abord, il faut qu'il y ait un but collectif. Il faut que l'entreprise, l'organisation soit un projet collectif. Et non le projet d'une personne dont, dans certains cas, l'objectif, c'est d'accumuler le plus de stock options à court terme pour être dans 3 ans ailleurs. Donc, il n'y a pas de suivi. Un des gros problèmes d'entreprise aujourd'hui, les gens sont perdus, c'est parce qu'il y a sans arrêt des changements et que les périmètres changent, les hiérarchies changent, les collaborateurs changent, donc comment créer du lien dans un modèle comme celui-là? C'est quasiment impossible, si vous voulez. C'est extrêmement difficile. Il faut un minimum de stabilité, un minimum de projection dans l'avenir, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est... Alors, il y en a qui le font, hein, évidemment, mais on voit bien que c'est possible. Le problème, c'est de prendre conscience, si vous voulez, des problèmes, c'est de partir des problèmes, vous voyez, des gens. Si vous soulevez ça, c'est qu'à un moment donné, vous avez un problème de collectif, vous voyez. Et le problème de collectif, il affecte la performance, y compris de services, etc. Donc il faut partir de là et repartir avec les gens, leur dire, bon, bah, comment on peut s'organiser autrement, vous voyez. Parce que les gens, ils ont les solutions. Donc la diversité, on la regarde aussi sur cette question-là. C'est-à-dire quand je fais des ateliers de sensibilisation, c'est vrai qu'on a des ateliers dédiés à la question de prise de conscience, de parler, de faire circuler la parole, de se mettre dans la coupe, blablabla. Mais c'est aussi avoir des animations autour, par exemple, des jeunes en début de carrière. Et cette diversité, c'est aussi l'intergénérationnel, le physicien ou la physicienne installée dans son poste permanent versus celui qui a 35 ans, on est à son 3e postdoc à chercher sa stabilité et comment on vit ensemble avec des statuts tellement différents. Et je pense que dans le cadre des encadrements en formation interculturelle, on doit aujourd'hui lâcher les modèles établis qui ont, pour la plupart, qui sont basés sur des études qui ont quand même eu lieu dans les années 70 et 80, à une époque où je vous rappelle qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de pays représentés, et où, d'un point de vue scientifique, la façon dont on faisait les analyses des retours était assez questionnable. Et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'apprendre les gens, leur enseigner la manière socratique de s'interroger et d'interroger les autres, et d'essayer d'apprendre par les autres. Avec tous ses sens, on voit des choses, on entend des choses, on touche des choses, on sent des choses. Quand on voyage, qu'on fait cette expérience interculturelle, c'est fou qu'on ne soit pas capable de la faire dans d'autres environnements. Quand vous vous baladez sur un marché en Asie, vous la vivez cette expérience intense et multisensorielle. Pourquoi n'est-on pas capable au quotidien d'aller chercher tous les indices par tous les moyens possibles pour capter l'information et pour être au plus fin de la compréhension de l'autre? Pour aller chercher les outils, les théories, les cadres conceptuels, les mots qui nous feront changer et qui permettront d'aller vers ces travaux autour du savoir-être et de cette évolution des savoir-être qui permettra de proposer ensuite au terrain des solutions nouvelles et on l'espère, mais j'en ai la conviction, si c'est fait dans cet esprit-là, efficaces pour répondre aux problématiques interculturelles, de diversité, et que ce soit un plan relationnel ou un plan collectif du vivre ensemble. Merci beaucoup.
Le management interculturel est une discipline de profonde actualité. Il nous a semblé très important de penser les transformations à l'œuvre au sein de différents ateliers. Premier thème, la discipline même du management interculturel. Quel renouveau, quelle nouvelle catégorie de pensée, quelle perspective pour l'avenir. Deuxième thème, l'émergence d'une nouvelle élite transnationale à l'échelle de la mondialisation et l'intégration de nouveaux profils de managers. Troisième thème du colloque, y a-t-il de nouvelles grilles de lecture pour passer d'une gestion dite de la diversité à un véritable management interculturel? Quatrième thème, qu'entend-on par compétences interculturelles, par nouvelles modalités d'apprenance, quand le contexte de travail se mondialise? Cinquième thème abordé, et en Europe? Quelles conséquences sur l'Union européenne dans sa diversité? Quels nouveaux éclairages politiques? Sixième thème, l'activité et la coopération en contexte multiculturel soulèvent quelles questions pratiques et de recherche en termes d'ergonomie et de santé au travail? Septième thème abordé, les enjeux du fait religieux dans les entreprises et dans les organisations. Ce qu'on vous propose, et on va se tourner avec un immense plaisir vers Michel Soquet, qui a accepté de nous donner son point de vue et puis d'offrir une synthèse. Et c'est un immense plaisir, on va à nouveau se tourner vers lui. Michel Soquet. J'ai fait, sur Google Images, j'ai fait le mot tendance. Et j'ai trouvé toutes les tendances de la mode 2015. J'étais un peu embêté de présenter ça, après ce que je viens de dire. Donc voilà, où est-ce qu'on va ensemble? La première tendance, c'est, et je la pense absolument essentielle, c'est de ramener, ou peut-être tout simplement d'amener l'humain au cœur du management interculturel. Alors Rimbaud, j'ai entendu le mot Rimbaud hier dans la bouche de Jean-François, j'étais ravi. Ça m'a rappelé quand le premier cours que j'ai donné à Sciences Po il y a 12 ans, à peu près, à la fin du cours, il y a un étudiant qui me dit « Et Rimbaud dans tout ça ?» Ça m'est resté. Alors, est-ce que Rimbaud est le symbole de l'humain? Ça peut se discuter aussi. Bien sûr, c'est la poésie, mais par ailleurs, c'est le trafic d'armes, c'est tout ce qu'on sait, donc tout ça est contestable. Mais enfin, on a vu Rimbaud, on a parlé de Monet, on a parlé du musée de l'Ermitage, d'Orsay, on a entendu Beethoven, c'était magnifique ce matin. Dans un atelier, on a fini sur une fresque. Enfin, vraiment, je trouve que tout ça montre à quel point nous ne sommes pas les uns les autres restés dans le technique. Et je reprends les termes de Virginia ce matin parlant de son atelier et ce qui a été dit sur l'humanisme du divers, ça me semble complètement essentiel. Et puis, je pense aussi à Yi-Ting Lee dans sa définition des compétences interculturelles hier, et dans sa métaphore du verre, du contenant. Les connaissances, les modèles, c'est bien, on les verse dans le verre. Mais la forme du verre, la manière dont elle le reçoit, elle compte aussi. Et le verre, c'est nous. Le verre, c'est l'homme. C'est le cœur, c'est l'intelligence motivationnelle, c'est le corps, l'intelligence comportementale. C'est aussi peut-être notre capacité à nous de changer de forme, de s'adapter, de se rapprocher de la réalité. Combien de fois ça a été dit pendant ce séminaire, on n'est pas assez près de la réalité, les gens sont loin, sur leurs nuages, etc. Autrement dit, et c'est une bonne nouvelle que je vous annonce, enfin que vous nous avez mutuellement annoncé, il y a une vie au-delà d'Ofsted. Et vous avez été presque unanime sur ce point, je repense aussi à l'atelier de Virginia dont elle parlait ce matin, sortir des vieux modèles, au moins les actualiser, comprendre que la compétence interculturelle, elle ne se construit pas, comme disait Chaplin ce matin, par plaquage. Elle se développe par la personne elle-même autant que par les livres. Ça, je crois que c'est très très important, ça a été dit beaucoup. Et puis peut-être aussi que cette compétence interculturelle, elle consiste aussi à se poser des questions, beaucoup de questions sur les représentations que l'autre peut avoir de notions, de pratiques qui pour nous sont des évidences et qui pour lui sont complètement différentes dans son esprit et derrière lesquelles il met des sens différents. Et puis quand on parle d'humain, on ne parle pas que de la nécessité d'adapter la formation interculturelle au contexte de chacun, on parle aussi d'émotion, donc il a beaucoup insisté là-dessus, on parle d'ergonomie, j'ai entendu Sandrine ce matin, on parle de toutes sortes de choses qui sont vraiment dans l'humain.
en n'oubliant pas que l'humain, ça n'est pas que l'humain de l'autre. Que ça touche aussi à mon propre humain, à la connaissance que j'ai moi-même de mes repères, de mes propres réflexes. Jean-François, excuse-moi de te citer aussi souvent, mais disait, quand on sait, je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un que tu citais, quand on sait qui on est, on peut rencontrer l'autre. Et ça, je pense que c'est complètement essentiel. Jean-Claude Métro nous disait hier qu'il faudrait que chacun nous considérions comme des migrants, puis peut-être aussi comme des gens qui sont aussi difficiles à décrypter pour l'autre que l'autre est difficile à décrypter pour nous. On n'arrête pas d'oublier ça. Peut-être que nous sommes complètement illisibles aux yeux des gens avec qui nous travaillons. Donc il faut travailler ça c'est ma contribution à... Ça s'appelle comment? L'Anglobish, c'est ça? L'angle global, pardon. L'angle global. Il faut travailler au self-knowledge, décrypter les préjugés que nous avons sur nous-mêmes. J'ai entendu ça hier aussi, ça m'a paru intéressant. Puis nous rendons compte de temps en temps que nous pouvons être des monstres d'ethnocentrisme. Nous croyons nous connaître et nous ne nous connaissons pas. Alors le miroir de l'autre, il est essentiel là-dessus, pour finalement nous voir peut-être différents de ce que nous imaginions. C'est la fameuse histoire de l'habitus de Bourdieu, on a oublié qui on était, etc. Et se poser des questions sur l'autre, si ça amène à se poser aussi les mêmes questions sur soi, après tout, c'est quoi mon rapport à moi, à l'argent, mon rapport à l'autorité, etc., ça peut être très utile dans le dialogue interculturel. D'où l'importance aussi, on est encore dans le domaine de l'humain, de nous assumer tel que nous sommes. Il ne s'agit pas de renoncer à sa propre culture au seul motif de se rapprocher de celle de l'autre. Il s'agit pour nous d'apprendre ce qu'on appelle de plus en plus dans les ONG aujourd'hui la négociation interculturelle, c'est-à-dire le passage d'une logique du ou à une logique du et. Je m'excuse vis-à-vis des étudiants du MMI de répéter encore la même chose, mais passer de cette logique du ou c'est ta culture ou la mienne, tes méthodes ou les miennes, tes références ou les miennes, et il y en a un qui doit gagner, à une logique du et. On est ensemble, qu'on soit choisi ou pas choisi, qu'est-ce qu'on va trouver comme repère commun pour construire quelque chose ensemble. Donc tenir compte de la culture de l'autre, mais en gardant son identité, son éthique propre, je crois que c'est très important. Deuxième tendance, très forte, et pas uniquement dans l'atelier qui a eu lieu ce matin avec Patrick, prendre en compte de front les questions religieuses. Alors j'en profite pour faire une petite page de publicité sur notre ami Esna Kallio, qui a écrit un bouquin sur les religions absolument fantastique, d'une clarté, d'une limpidité extraordinaire, et qui nous aide beaucoup à nous interroger nous-mêmes sur notre propre culture. Alors, tout ce débat sur la religion, très foisonnant hier, j'imagine que dans l'atelier ça doit être la même chose, sinon encore plus, ça a montré, me semble-t-il, que, il y a une accélération énorme du questionnement sur l'attitude face à la diversité, aux revendications religieuses de la part des managers aujourd'hui dans les milieux de l'entreprise. En quelques années, et peut-être d'après ce que j'ai compris même en 2 ans ou en 1 an, ça s'accélère d'une manière inouïe. Deuxièmement, que c'est un domaine qui terrifie les managers, sans doute à tort, mais ça les terrifie beaucoup d'entre eux. Et ils ont du mal à séparer l'essentiel de l'accessoire dans ce domaine-là. Et en plus, les décisions de justice ne les aident pas forcément, parce qu'elles sont mouvantes, elles changent, etc. Donc comment est-ce que je définis une conduite claire, une ligne de conduite claire là-dedans? Et puis, je crois que c'est un domaine dans lequel, j'ai compris que c'était un domaine dans lequel il n'y a pas de recette, il n'y a pas de guide, même si ici on a indiqué quelques principes d'action, la transparence, les chartes éthiques, la façon d'organiser les embauches, etc. Enfin, je pense que le meilleur guide dans le domaine, c'est surtout l'échange des pratiques entre nous, entre vous, sur entre managers, ce qui marche pas, etc. dans ce domaine-là. Sachant que le problème se pose aussi, ça a été vivement noté, de manière très différente selon les pays. On a parlé ce matin de l'Algérie, Cameroun, etc. Et que là aussi, les simplifications sont légion, sans oublier d'ailleurs simplification sur la religion elle-même et l'image d'homogénéité des religions que les uns et les autres peuvent avoir complètement à tort, alors que ce ne sont pas des choses homogènes du tout. Et puis enfin, dernière chose, le concept de laïcité continue de faire formidablement débat. Que c'est chaud, vraiment, c'est chaud entre nous-mêmes.
Hier, j'avais envie de poser une question sur une question toute bête. Comment le mot laïcité se traduit-il dans les langues étrangères? En anglais, secularism, en allemand, secularismus, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien à voir. C'est des notions qui n'ont rien à voir avec laïcité. Donc ça en dit beaucoup. Ça dit beaucoup de choses aussi. C'est ma transition avec le point suivant sur l'importance des mots, hein, qui ne se passe pas neutre. Là. Un mot n'est pas traduit une fois qu'il est traduit. Et que ça dit beaucoup aussi de ce qu'il y a dans les mentalités. Poursuivre l'esprit de décloisonnement qui est celui des 3 séminaires, je crois, qui sont un petit peu dans la même ligne. Lyon, il y a je ne sais plus en quelle année, ensuite Neuchâtel 1 il y a 2-3 ans, puis Neuchâtel 2 maintenant. Et d'abord un décloisonnement disciplinaire, Kerstin vient d'en parler. Toute discipline, on échange entre disciplines différentes, et c'est tant mieux. Parce que finalement, c'est quoi la discipline interculturelle? Un jour, j'ai essayé de faire le compte de toutes les disciplines qui sont convoquées quand on essaye de s'intéresser à l'interculturel. On a tout. On a l'anthropologie, la communication, la linguistique, les sciences des organisations, l'économie, la politique, etc. J'en ai trouvé 30. Donc je vous éviterai le détail. Donc c'est bien, ce colloque, c'est une excellente illustration de la manière dont nous arrivons les uns et les autres à discuter entre disciplines différentes. C'est dans notre ADN, si j'ose dire. Ensuite, le décloisonnement sectoriel. Ça, c'est très important. Nous présentons tous ici des milieux et des métiers qui sont très différents. Entreprises, sanitaire et sociale, collectivités territoriales, universités, ONG, justice. Toutes sortes de secteurs dans lesquels, finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais on constate souvent avec un peu d'étonnement que des questions analogues se posent, finalement, hein, d'un milieu à l'autre. Et ça, c'est une grande richesse de pouvoir comparer la façon dont se mêle la négociation socioculturelle d'un secteur à l'autre. C'est un immense capital qui est le nôtre, il faut qu'on en ait conscience, de pouvoir nous parler. Alors que généralement, un DRH, il a du mal à parler avec un chercheur, et réciproquement, ou un homme d'entreprise a du mal à parler avec un humanitaire. On en parle, nous parlons de ça entre nous, et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre pas dans tous les cercles, et je crois qu'il faut le cultiver, c'est aussi dans notre ADN. Évidemment, nous sommes aussi des champions du décloisonnement international, puisqu'il y a ici une très grande diversité géographique aussi. Mais, en fait, ce qui était, je trouve, souvent noté, que je résumerai de la façon suivante, c'est que le dialogue est souvent plus difficile entre un ingénieur et un sociologue français qu'entre un neuropsychiatre japonais et un neuropsychiatre tchèque, me semble-t-il. Donc ça, c'est vraiment important, ça a été dit plusieurs fois, l'interculturel se niche un peu partout, dans l'intergénérationnel, dans l'intersectoriel, etc. Décloisonnement, évidemment, et échange de nos modèles, de nos pratiques, de nos outils, hein, entre les aficionados de Hofstede et Tromp-Nars et leurs contempteurs implacables, il y a un espace. Nous utilisons Hofstede de temps en temps. Moi, j'ai fini par lire Hofstede et Tromp-Nars, puis j'ai trouvé que c'était vachement intéressant, compte tenu, à l'inverse de ce que je pensais auparavant. C'est vachement intéressant, sauf qu'effectivement, comme ça a été dit, c'est quand même un petit peu ancien maintenant, même si c'est réactualisé, et au fond, nous sommes très loin, les uns et les autres, j'ai l'impression de nous en tenir à ce modèle unique de Hofstede, hein, comme le font beaucoup de cabinets de consultation interculturelle aujourd'hui, une formation interculturelle. Donc je crois qu'il y a une espèce de volonté de mettre ensemble des approches qui viennent de différents milieux, de différentes sphères. Je me demandais si, après l'école de Palo Alto, il n'y avait pas une sorte d'école de Neuchâtel, ici, qui est en train de se créer. Et je me suis dit, mais surtout pas une école. Si nous sommes capables d'apporter un plus au management interculturel, à mon avis, c'est bien plutôt de multiplier, d'actualiser les approches, et non de constituer une nouvelle secte. Donc ça, je crois que c'est très, très important. Notre diversité et la diversité de nos approches, c'est notre richesse, c'est notre ADN. La discipline du management interculturel est non seulement de profonde actualité, elle questionne des enjeux vivants de société, mais elle est aussi une invitation pour le futur. Pour construire ensemble davantage d'intelligence de l'autre, comme le disent Michel Soquet et Martin Viellajus. Ces 2 jours de colloque international rassemblant plus de 110 personnes venues de plus de 20 pays différents, nous ont permis de consolider des certitudes et surtout de nous interroger sur ces certitudes. Demain,
praticiens, chercheurs, femmes et hommes de tout pays auront à travailler sur différents niveaux, tous reliés par ce fil de l'altérité et cette question de la reconnaissance au travail. Comment créer de la confiance dans des équipes déspatialisées? Comment aussi fonder, ça c'est certainement un horizon pour demain, des organisations davantage apprenantes, où les mécanismes de domination à l'œuvre sont éclairés et d'une certaine manière renversés. Le management interculturel, c'est une opportunité pour passer d'une vision fixiste, statique, parfois cartographique, centrée sur des pays, à une vision internationale de coopération et d'échange. Comment passer de la tolérance, elle ne suffit pas, à la reconnaissance et à cette intelligence de l'autre.